Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à l'e-commerce en particulier et de manière plus générale à la relation que l'on va établir entre l'expérience utilisateur et la donnée dès lors qu'on va se projeter sur justement ces considérations inhérentes à l'e-commerce. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, Yann Delomez de chez Pimcore et l'ami Romain Bessuge d'Acceptio, qui a eu la bonne idée de réagir un jour à un de nos posts sur LinkedIn et qui se retrouve de fait aujourd'hui avec nous. Salut à tous les deux. Bonjour. Salut. Alors, pour démarrer notre webinaire, le sommaire qui va nous amener donc sur les deux sujets essentiels que j'évoquais, à savoir les considérations de l'expérience utilisateur et de la data comme pilier finalement de la faculté de pouvoir mettre en œuvre des solutions e-commerce. Ça illustré en particulier par donc le recours à Pimcore qui en tant que MDM se pose justement dans le registre d'être une solution permettant d'agréger la donnée et ensuite de concevoir autant d'expériences utilisateurs que requises pour servir les différents usages que l'entreprise va devoir adopter pour, du fait de pouvoir structurer et agréger sa data, l'enrichir et la faire enrichir avec les équipes qui sont en charge de ce travail-là en interne, les équipes marketing, com, etc. Pouvoir ensuite l'exploiter et directement l'exploiter, j'ai tendance à dire, sur l'ensemble des canaux sur lesquels on va souhaiter rendre cette donnée utile. Et puis, on va illustrer ce propos avec un projet, j'y reviendrai un peu plus tard, qui est par ailleurs un projet qui nous tient à cœur. J'aurais tendance à dire tous à Galilée. Vous verrez un peu tout à l'heure pourquoi par ailleurs. Et qui est une parfaite illustration de la manière dont on va pouvoir, sur la base d'un socle Pimcore en tant que MDM, délivrer donc ces différentes expériences utilisateurs que sont celles de la gestion de l'information produite au travers du PIM, de la gestion de la donnée graphique dans le contexte du DAM, au service de la finalité e-commerce, et on verra dans quelle mesure. Alors rapidement, petite introduction pour ceux ou celles qui ne nous connaîtraient pas. Donc Galilée, nous, on fait partie du groupe Vedia, on est intégrateur de solutions à destination donc de l'entreprise communicante, la PMI ou le TI qui a vocation à opérer sa transformation digitale et pour ce faire adopter les solutions qui vont lui permettre de pouvoir réellement appréhender la multicanalité dans ses stratégies marketing en maîtrisant sa data. Donc on est aujourd'hui à l'échelle du groupe un peu plus de 150 collaborateurs et on fait 23 millions d'euros de chiffre d'affaires par ailleurs. Je le disais avec moi aujourd'hui, Romain Bessuge de Acceptio. Donc, rebonjour Romain. Hello. Rapide sur Acceptio, qui est un SaaS qui permet d'enregistrer des preuves de consentement pour les cookies, pour les traitements marketing des données à caractère personnel. Et il se trouve que j'interviens aujourd'hui sur un contexte qui me tient vraiment à cœur, puisque j'ai moi-même travaillé déjà chez Galilée auparavant et j'ai travaillé avec Pimcore. Donc, je suis aujourd'hui ravi de parler d'expérience utilisateur avec Yann, à qui... Alors, pardon. Ouais. Pour préciser, Romain, deux, trois petites choses, c'est que je te solliciterai en termes d'UX parce que dans le registre d'Acceptio, c'est quand même une problématique assez particulière, eu égard à l'espace dont vous disposez pour délivrer l'ensemble des fonctionnalités d'Acceptio. Donc ça, en tant que tel, vous posez en termes d'impératifs au niveau expérience utilisateur. Et puis la deuxième considération, tu l'évoquais, c'est l'expérience que tu as dans le domaine des intégrations basées sur Pimcore. Tu nous rappelleras une de celles sur lesquelles tu as travaillé, mais par ailleurs, de l'expérience aussi que tu as dans le domaine de la gestion de l'information produit, puisqu'on n'oublie pas qu'un de tes premiers chantiers d'ampleur, ça a été quand même de concevoir le PIM du pure player qui est Exaprint, et qui était, si on se rappelle, déjà un challenge assez important. Donc on reviendra sur ces différents éléments en suivant. Et donc tu introduis également Yann. Bonjour. Merci. Alors, je vais vous demander de rester d'abord sur le premier slide parce que je voudrais faire une introduction un peu, un peu générale peut-être, mais je pense qu'il faut le faire pour Pimcore. D'où vient Pimcore?
Pimcore est une société fondée en 2013 à Salzbourg, en Autriche, où je me situe aujourd'hui aussi, et dont les 3 fondateurs avaient une vision commune qui était de créer la plateforme de données et d'expérience la plus complète du marché pour les clients, pour les développeurs et pour nos partenaires aussi. Qu'est-ce qu'est Pimcore ? C'est une plateforme numérique entièrement composable et pilotée par API, et elle permet de mettre en œuvre la transformation digitale des entreprises via la gestion de données, de l'expérience client, sur tous les canaux, sur tous les supports, et tout ça dans une seule et unique application. Donc Pimcore est vraiment ce qu'on appelle une plateforme digitale globale et unifiée. En d'autres termes, pour vous, pour nos partenaires et pour nos clients, c'est une révolution dans la gestion de données et d'expérience. Notre promesse, c'est de permettre à chaque entreprise de prendre possession ou de maîtriser le monde numérique et de réussir sa transformation digitale. Et on se décline, je vais être très succinct là-dessus, mais on se décline en 3 produits. Donc, une version communautaire qui est open source et entièrement gratuite, une version entreprise qui est open code et soumise à une licence commerciale, et également une version cloud qui est aussi soumise à une licence commerciale. On est reconnu par une multitude d'analyses, dont Gartner, Forrester, Capterra ou Frost & Sullivan. Et là, je vais vous demander de passer au prochain slide. Aussi, bien entendu, par toutes ces références et ces analystes, mais avant tout par nos clients. Donc, Pimcore équipe en effet plus de 100 000 entreprises dans 56 pays. On est vraiment multisectoriel puisque nos clients se situent dans une multitude de secteurs d'activité tels que le transport, l'électronique, la grande distribution, l'automobile, les services ou les télécommunications, et j'en passe vraiment. Et c'est grâce à la capacité d'adaptation et la flexibilité de Pimcore que nous pouvons répondre aux besoins assez variés et différenciés de chacun de ces clients, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, Pimcore est vraiment une solution crédible grâce à sa flexibilité et grâce à son approche basée sur les API, mais aussi, et là on peut passer au prochain slide, grâce au dynamisme de ses plus de 150 partenaires, dont Galilée fait partie, mais aussi de nos 300 collaborateurs, et tout cela a contribué à avoir plus de 100 000 installations de par le monde. Prochain slide, cela équivaut à peu près un total de 3,6 milliards de produits, de données de base ou de dossiers clients gérés par la plateforme, mais aussi 700 millions d'actifs multimédia, 150 millions de pages web, documents print et digitaux, pour un total de 10 milliards et plus de relations données gérées. En quoi est-ce que Pimcore peut vous aider ? Pimcore aide nos clients à disposer de données fiables sur tous les canaux, depuis un référentiel unique, qui est le PIM, mais aussi le MDM. Et de créer des bibliothèques centralisées pour tous les actifs numériques, le DAM, d'attirer plus de prospects pour avoir une expérience digitale personnalisée beaucoup plus sophistiquée, de gagner plus de clients grâce à ce ciblage-là, et de proposer l'expérience d'achat en ligne la plus convaincante qui soit pour les clients. Et je pense qu'on reviendra dessus avec quelques statistiques tout à l'heure. Voilà. Voici pour Pimcore. J'espère que j'ai été assez clair et succinct. Oui, totalement. Avec cette introduction et ce premier registre à intégrer pour ce qui concerne Pimcore, c'est le fait que le concept de MDM va permettre de pouvoir finalement agréger une grande diversité de data pour la somme de celles dont on a besoin dans toute sa production marketing. Parce que le MDM va permettre de pouvoir créer autant d'objets, autant de types de données que l'on a besoin de créer, de les typer selon les besoins que l'on aura, et à partir de là, de pouvoir servir, comme tu l'évoquais, n'importe quel finalement domaine d'application va avoir ses propres particularités au gré de ses spécificités et des objets propres qui concernent chacun. Et c'est cette souplesse-là qui va permettre, comme tu l'évoquais, de pouvoir l'appliquer à une telle diversité de cas. Et là, je ne résiste pas au plaisir de te solliciter, Romain, justement pour que tu évoques le cas dont on parlait tout à l'heure, qui pour le coup avait cette particularité de relever d'une certaine typologie de gestion de l'information produit, en l'occurrence c'était dans le domaine du textile, mais dans des considérations et à des fins qui étaient extrêmement intéressantes. Tu nous en dis le mot ? Ouais, tout à fait. Il se trouve que il y a quelques années maintenant, mais sur une installation de Pimcore pour un fabricant de textiles personnalisés qui agrégeait les catalogues de différents fournisseurs. Donc ces catalogues, on allait les récupérer via des API et on les
directement dans le modèle de données PIMCore. Donc là, il y avait un vrai travail d'harmonisation de la donnée, ce qu'on peut qualifier d'ETL, Extract, Transform, Load, pour venir harmoniser les catalogues des différents fournisseurs et les mettre dans un référentiel commun. On a ensuite modélisé l'intégralité des processus métiers de personnalisation, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à modéliser dans le PIMCore les machines qui allaient faire la broderie, les machines qui allaient faire la sérigraphie, etc., pour ensuite réaliser, en étendant le code de PIMCore, des calculateurs qui allaient calculer des coûts de revient, calculer des prix de vente et proposer aux clients de cette entreprise des paniers qu'ils pouvaient ensuite transformer en commandes. Toutes ces informations-là ensuite passaient à la production et servaient aussi bien à la partie industrielle qu'à la... Et pour terminer, quand même, l'essentiel du projet était ensuite exposé à travers les API de PIMCore, plus particulièrement l'API GraphQL, pour alimenter un site internet e-commerce où on retrouvait toutes ces informations de manière interactive pour que en ligne les utilisateurs puissent eux-mêmes choisir les personnalisations qu'ils souhaitaient appliquer sur les textiles. Choisir les personnalisations et, si mon souvenir est bon, pouvoir disposer directement au gré des calculs que tu évoquais des prix des produits qu'ils souhaitaient acheter, y compris les options de personnalisation, et considérant la complexité crasse qu'il y avait dans le domaine, que ce soit en termes de diversité des types de vêtements, de marquage, de personnalisation, etc. Et c'est aussi cet aspect-là que je retiens, parce que comment tourner de la complexité, justement en une expérience utilisateur extrêmement didactique. Tout à fait. Et c'est là où est déterminante, parce que en fait, en s'appuyant sur un modèle de données qui est au plus proche du réel, on a quelque chose qui est quand même d'une complexité folle, et tout l'enjeu de l'expérience utilisateur appliquée au modèle de données, c'est d'arriver à créer une abstraction qui vient alléger la charge mentale nécessaire pour appréhender tout le modèle. Et c'est là où je pense que voilà, cette question UX est fondamentale à mettre au cœur de nos process. Ouais, la vraie combinaison entre donc une quantité, une diversité de data propre à servir, donc le modèle économique de chacun, en l'occurrence là, c'est dans le textile, et derrière, scénarisé dans une expérience utilisateur qui fasse que toute cette complexité va être masquée et rendue, au contraire, tout à fait intuitive. Intuitive pour l'utilisateur, qui va l'utiliser en l'occurrence pour concevoir, dans ce cas d'espèce, le produit dont il a besoin, la personnalisation qu'il a besoin, obtenir l'information dont il a besoin, le prix, et pouvoir continuer le process business. Alors, ce qui nous permet d'avancer sur justement ces considérations au niveau de l'e-commerce, et qui sont tout à fait bien mises en exergue dans ce premier exemple, avec donc ces deux considérations qu'on évoque en termes donc du UX et de data. Alors d'abord, quelques éléments toujours d'ordre statistique et métrique au service de la démonstration, qui nous montrent l'importance finalement que cette expérience utilisateur a dans l'efficacité ou dans l'efficience des solutions qui vont être mises en œuvre, en particulier lorsqu'il s'agit de la relation à l'e-commerce, qui va directement conditionner finalement les performances, la vente, etc. Et là, ce qui transparaît de manière, on va dire, assez évidente, mais c'est toujours mieux de le savoir, c'est que les erreurs dans ce domaine se payent assez cash. C'est-à-dire que finalement, le fait de transiger sur l'expérience utilisateur et de susciter autant finalement de blocages potentiels à destination de ceux qui vont consommer cette application, va directement avoir un impact sur les performances business. Donc, à privilégier en particulier dès lors que, évidemment, cette expérience utilisateur va être au service de sa finalité business. Alors, on pourrait se poser la question de prime abord, et donc là, je vais te solliciter encore, Romain. Comment toi, justement, dans ton quotidien, au sein d'Acceptio, et je réitère avec l'importance qu'a pour l'éditeur que vous êtes, cette expérience utilisateur, tu l'appréhendes et tu la décris comment, cette expérience utilisateur? Comment tu la définis? L'utilisateur, en fait, c'est la capacité de créer un compromis entre les intérêts l'entreprise et les intérêts de l'internaute. Faire en sorte qu'on arrive à faire se parler
les deux. Donc, tu parlais des choix UX qui se payent cash. Moi, j'ai un exemple qui est particulièrement vrai dans le cadre de mon industrie, qui est l'exemple du cookie wall. Quand vous imposez à vos visiteurs de faire un choix sur les cookies dès qu'ils arrivent sur le site, parce que vous voulez absolument 100% de consentement, pouvoir les traquer ensuite dans vos outils d'analytics, vous en faites fuir une bonne partie. Et évidemment, comme ceux que vous faites fuir, vous ne les avez pas dans vos analytics, vous n'en rendez pas forcément compte. C'est là où l'UX rentre en scène. L'UX, c'est un ensemble de pratiques, on va rentrer dans le détail après, mais qui, tout d'abord, par s'intéresser à comment les internautes interagissent avec mon site, comment ils le perçoivent et ça accapare en fait les outils que je mets à leur disposition. Donc c'est vrai que dans le contexte d'Acceptio, nous, on a chevillé au intérêt de l'utilisateur final. Même si on vend un SaaS pour la récolte des consentements pour les entreprises, on sert l'intérêt de l'internaute en lui présentant de la manière la plus claire, la plus accessible et la plus sympathique les sujets de consentement pour le traitement de ces données à caractère personnel. Et ça, en fait, c'est une mentalité qui peut tout à fait s'appliquer à l'expérience e-commerce. Ouais, quand même une nécessité particulière concernant la partie e-commerce, puisque l'acte d'achat va de fait être plus ou moins enclin à pouvoir aller jusqu'au bout, qu'il soit plus ou moins bien servi par ces considérations du X. On le verra dans un exemple dans un instant. D'autant que cette considération relative à l'expérience utilisateur va se croiser avec ce que finalement on va présenter à l'utilisateur, c'est-à-dire des données. On va présenter des données, ces données vont être scénarisées au travers de cette expérience, et c'est la combinaison des deux qui va directement conditionner l'expérience qui, sur son site e-commerce, va encore une fois servir de façon plus ou moins avantageuse la démarche de votre client. Alors, avec, là encore, des éléments chiffrés qui permettent d'attester de l'importance de la relation entre les différents sujets. Et ici, donc, pour ce qui est de la data, sachant que pléthore donc d'acheteurs déclarent avoir déjà été finalement en situation d'abandonner leur démarche parce que l'information dont ils disposaient n'était pas au niveau auquel ils l'attendaient et donc ne leur permettait pas finalement d'aller plus loin. Donc, outre le fait de bien présenter l'information, il est évidemment déterminant de présenter la bonne information également, d'où cette autre relation avec la qualité et la gestion de sa donnée. Étant entendu que ça va, comme on va là aussi le voir dans un instant, directement affecter la faculté de pouvoir opérer son achat, qui peut même, donc c'était cet exemple qu'on avait ici, finalement nuancer l'importance du prix. Évidemment, il faut qu'il y ait une certaine proximité, mais nuancer l'importance du prix dès lors que la combinaison entre l'UX et l'information disponible va finalement être à l'avantage d'un vendeur plutôt qu'un autre. Donc, des éléments à avoir bien en tête on se projette dans ce type de réflexion. Avec donc ces poncifs qui sont que il est déterminant d'avoir une information qui soit bien structurée. Le fait étant que si son information n'est pas suffisamment structurée, alors ce qu'elle permettra au client ne sera pas suffisamment satisfaisant. Hein. Et là encore, on va avoir un petit exemple rapide dans un instant. Ce qui tend à insister sur le fait d'enrichir la donnée, puisque disposer de la donnée est une chose, mais il est déterminant que cette donnée soit en plus traitée, enrichie, qu'on investisse dans sa donnée pour qu'on arrive à ce qu'elle ait la valeur qu'on recherche pour ses utilisateurs. On va, de ce point de vue-là, également viser le fait que meilleure sera sa donnée et plus optimale sera à la fois la démarche de ces visiteurs sur son site et également tous les traitements qu'on va pouvoir automatiser du fait de l'usage de cette donnée dans la relation, par exemple, entre la plateforme e-commerce et les ERP ou les schémas de facturation, qui, là encore, plus on a une donnée homogène et complète, et mieux on pourra l'opérer. Alors,
dans les petits exemples, parce que j'aime bien illustrer ce qu'on dit avec des exemples un peu concrets. Donc là, il s'agit d'un exemple concernant, donc, dans le domaine du bricolage, deux comparatifs de la façon dont, sur un même produit, deux sites vont présenter justement à l'utilisateur le résultat d'une recherche, le produit dont il est question, et les informations relatives à ce produit. Alors, immédiatement, on voit quelle est la diversité de l'information, la manière dont elle est structurée, la façon dont elle permet à l'utilisateur de pouvoir avoir un certain niveau de détail ou moins sur sa recherche, la façon dont, à partir de là, différents vendeurs vont proposer ce produit et présenter ce produit. Alors, j'en ai pris deux, donc qui était le premier qui est un site professionnel, et puis le deuxième qui est mano à mano, pour mesurer, par exemple, la façon dont on va pouvoir apprécier le titre du produit, la présentation et la structuration de l'information de ce produit et l'enrichissement qui y est fait et qui va concourir évidemment à ce qu'on ait un niveau d'information, une capacité à pouvoir chercher et trouver ce produit qui sera d'autant meilleur. On voit aussi le croisement qui va s'opérer entre ce produit et le contexte dans lequel il s'exerce. Et par ailleurs, pouvoir toucher du doigt qu'on puisse avoir des différences de prix qui sont quand même assez significatives d'un site à l'autre pour ce même produit. Donc, où et comment, là on voit de façon concrète la façon dont, pour un produit aussi banal que celui qu'on évoque ici, deux sites peuvent se comporter, ramener in fine à la comparaison avec Amazon, qui évidemment se pose dans sa manière de pouvoir présenter et structurer l'information, et potentiellement en arriver à une des structures d'information et une des visions en termes d'enrichissement de cette information qui évidemment va être particulièrement qualitative côté Amazon. On sait par ailleurs qu'ils disposent de quelques moyens pour ce faire. Donc voilà, pour cet exemple-là. Alors, si je peux juste me permettre un truc, Arnaud, c'est un sujet qui m'est cher parce qu'effectivement, l'enrichissement des fiches produits, on peut l'angle technique en se disant plus j'ai d'infos sur mon produit et plus je serai capable de le mettre en avant. Mais en réalité, ce qui se joue là, et c'est un sujet du UX, c'est un rapport à la confiance entre l'internaute et le site. Plus les informations seront structurées, plus elles seront présentées de manière riche, avec des contenus dans la langue de l'utilisateur, avec des contenus qui ne sont pas simplement pensés pour du SEO, mais qui sont aussi adressés à un utilisateur final. Et c'est là où Pimcore brille, c'est dans sa capacité à créer différents niveaux de granularité dans l'information produit. On augmente la chance que l'internaute ait confiance dans le site qu'il visite en se disant « Ok, c'est sérieux, là, j'ai toutes les infos bien claires, etc. » Et on augmente les chances qu'on arrive à un check-out. Voilà, et je parle aussi, et je pense que c'est un très bon point, Romain, et je veux juste souligner aussi que cette granularité, elle se décline sur tout type de canal. Donc, on parle de site ici, mais on peut parler effectivement d'applications, on peut parler de print aussi, on peut parler de beaucoup de moyens, comment dire, de sortie, de canal de sortie, sur lesquels on aura une information qui est absolument harmonisée, tout en étant personnalisée selon les préférences des utilisateurs et selon le support. Donc, c'est vraiment une des forces, ou une très grande force de Pimcore, de pouvoir proposer ça depuis un référentiel unique, encore une fois. Oui, ce qui est une transition toute trouvée pour cette passage. Le concept de MDM et justement de référentiel, puisque c'est bien de ça dont, en l'occurrence, il est question ici, et qui présente, qui suscite aussi l'intérêt de cette manière, cette typologie de solution, c'est de démarrer par le fait d'implanter un référentiel, et ce référentiel ayant le caractère d'unicité de la donnée, d'être la source centrale, la single source of truth, comme on dit en anglais. Bien, à partir de là, on va pouvoir concevoir donc ces différentes expériences, et on va évoquer évidemment
pour celles qui permettent essentiellement d'arriver à vendre en ligne, mais comme tu le disais Yann, par là même potentiellement de pouvoir irriguer une diversité de canaux, de servir cette finalité-là. Avant d'avancer, petit rappel, pour vous qui suivez le webinaire, vous avez sur la partie droite des petites fenêtres avec un onglet où il y a des sondages. Et donc, on vous pose des questions de façon continue là, pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sondages et à répondre pour les questions qui vous inspireront. Alors, cette logique du MDM, comme je l'ai évoqué, c'est le fait de combiner à la fois donc, le PIM, alors l'acronyme de Product Information Management, donc gestion de l'information produit, combiné à la gestion des données graphiques, ce qu'on appelle le DAM pour le Digital Asset Management, et comme je l'ai évoqué en préambule, au-delà de ça, la faculté de pouvoir typer n'importe quel type d'objet. Donc, si j'ai aussi besoin de rajouter l'objet point de vente, parce que dans mon organisation, j'ai une diversité de points de vente et c'est aussi un élément déterminant, avec les adresses de points de vente, avec bref, tout ce qui vient me typer un point de vente. Mais ça peut être aussi, si je suis dans la food, on le verra tout à l'heure, les recettes ou les allergènes ou bref, tout type d'objets et de données va pouvoir être créé, exister, typé, et à partir de là, associé aux autres. Et tout ça, c'est les équipes qui sont en charge de la création, de l'enrichissement, afin de l'utilisation de cette donnée, qui vont travailler à pouvoir la consolider au sein de son MDM. Et ça, en pouvant appréhender, donc on évoquait le concept de scalabilité tout à l'heure, donc de faculté de s'adapter à des échelles différentes d'usage, comme par exemple ici, celle qui amènerait un groupe à pouvoir appréhender ces différentes informations, également transposées à l'échelle de différentes sociétés dans un groupe qui chacune peuvent arriver avec leurs particularités et leur manière particulière de typer l'information. Et c'est aussi ce qui va être possible à l'échelle du MDM, dans le fait de pouvoir, une fois que mon information est agrégée, structurer cette information de telle sorte qu'elle soit en situation de servir les différents objets auxquels... alors, d'abord, je vais souhaiter pouvoir permettre à mes équipes de s'appesantir, donc par exemple enrichir son information produit tel ce qu'on cherche à faire dans l'expérience utilisateur du PIM ou celle du DAM, ou ensuite les utilisations qu'on va en faire lorsqu'on va exploiter cette donnée, parce que je vais, par exemple, réaliser de la documentation print, enfin des supports marketing print, comme l'évoquait Yann tout à l'heure. Et c'est cette logique de diversité qui va particulièrement être intéressante, en ayant donc l'intérêt de pouvoir agréger dans une même solution, encore une fois, le fait d'appréhender la donnée sous l'angle, par exemple ici, de l'efficience de l'information produit, parce que, donc, Romain, tu le signalais tout à l'heure, cette qualité d'information produit va être directement conditionnelle de la façon dont elle va être reçue par l'utilisateur. Je te laissais l'espace de rebondir là-dessus. Non, mais effectivement, c'est vrai que là où le MDM vient à l'entreprise, c'est que ça crée un socle commun sur lequel, à la fois en interne et en externe, on va pouvoir s'appuyer. En interne, parce qu'on va avoir une meilleure communication autour des forces et faiblesses des produits qu'on va commercialiser, mais aussi en externe pour le client, parce qu'effectivement, on va parler d'une seule voix entre le marketing, le support client, les sales. Donc, c'est un vrai socle sur lequel toute l'entreprise peut s'appuyer. Et si on revient quelques années auparavant, on avait l'ERP qui était Enterprise Resource Planning, le logiciel un petit peu colonne vertébrale de l'entreprise où passaient les bons de commande, les devis, les factures, etc. Aujourd'hui, le MDM, c'est un peu l'extension de l'ERP, mais poussé vers les produits, vers le client et vers la data, qui représente une transition hyper importante pour les entreprises parce qu'elles sont désormais en maîtrise de toute l'information. Elles peuvent la structurer en fonction de leur organisation interne pour après la publier de la manière la plus efficiente. Alors, deuxième considération importante, c'est celle du DAM, donc de la partie de la solution qui va être dévolue à la gestion de la donnée graphique, donc images, logos, vidéos, enfin, considérant
aujourd'hui là aussi la diversité croissante des types de contenus digitaux qui existent. Et la tendance qu'ils vont avoir à se multiplier, puisque on a maintenant pléthore d'analyses et de recherches qui nous permettent de mettre en perspective que la quantité de contenus digitaux associés aux produits va directement être conditionnelle de l'efficacité en termes de conversion commerciale de la vente de ce produit. On a par exemple, je crois que c'est Decathlon qui a identifié que, je crois que c'est en Chine par exemple, les résultats optimums étaient obtenus lorsque un produit était illustré par 7 images. Pour la France, je crois que c'est 4 ou 5. Donc on en arrive à ce type de faculté de pouvoir déterminer finalement qu'une certaine quantité de contenu graphique va être plus adaptée qu'une autre, potentiellement considérant un public aussi particulier. Le fait étant que ce qui est déterminant, c'est d'être en mesure de pouvoir servir une quantité croissante de contenus digitaux. Alors à l'échelle du DAM, hein, les points importants restent toujours le fait de pouvoir appréhender donc une diversité de formats d'images, et de fichiers, puisqu'on transcende l'image, de disposer des moyens de traiter automatiquement cette image, de sorte que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, lorsque je fais à la fois évidemment du print, du digital, du mobile, bien, je puisse automatiser la façon dont mes contenus graphiques vont être automatiquement adaptés à chacun des canaux auxquels je les destine. Et ensuite, ce qui a trait évidemment au fait de collaborer, puisque c'est un des éléments importants lorsqu'on agrège de la donnée graphique, c'est de pouvoir disposer de ce qui permet aux différentes parties prenantes de collaborer pour accéder à cette donnée, l'enrichir, la travailler, etc. Donc, le évidemment déterminant. Alors, par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire l'intérêt du MDM en particulier, mais ne serait-ce que déjà de faire que pour ces deux usages que sont la gestion de l'information produit et la gestion de la donnée graphique, j'ai une même solution qui me permette de gérer les deux, plutôt que de devoir avoir un PIM d'un côté, un DAM de l'autre, ce qui va évidemment induire autant de projets et de solutions que d'usages en l'occurrence. Alors, ici, troisième considération qu'on va appréhender, c'est maintenant que j'ai centralisé ma donnée produit, maintenant que j'ai associer tout le patrimoine digital, toute la donnée graphique, je vais pouvoir la mettre en scène dans un usage particulier en termes de destination, l'e-commerce. Et donc, c'est ici un autre type d'expérience utilisateur qui va continuer d'être déployé depuis le MDM et qui là va directement relever de l'utilisation de cette donnée à destination d'un nouveau public, vos clients, mais considérant ces mêmes données qui sont celles qu'on a déjà largement évoquées à l'échelle du PIM et du DAM, maintenant mises en œuvre dans l'aspect e-commerce. Et donc là, on en revient directement à ce que tu évoquais avoir mis en œuvre là dans le cadre du projet pour le client dont on parlait tout à l'heure, et qui était aussi servi, je te solliciterai là, pour nous éclairer un peu sur ce registre de cette finalement, évolution récente dans le stack que l'on appelle le headless, où la faculté de pouvoir combiner donc une interface utilisateur connectée à cette source de données ici qu'est le MDM, utilisant donc des technologies comme React par exemple qui permettent de concevoir rapidement, de manière très efficace et justement en termes d'expérience utilisateur extrêmement dynamique et réactive, une diversité diversité sans fin d'interfaces utilisateurs. En fait, on parle là de MDM et on ne se rend pas forcément compte quand on a une entreprise, qu'on a un catalogue produit, des impacts que ça peut représenter en termes de constitution d'un front e-commerce. Un site internet e-commerce, historiquement, vers des solutions type PrestaShop, WooCommerce, Magento, etc., qui sont des solutions qui ont leur propre base de données, qui sont hébergées sur des serveurs où du code est exécuté. Et en fait, il y a tout un travail de réplication de l'information
si on utilise un PIM, si on utilise un DAM, il va falloir procéder au développement de connecteurs. Nous, on appelait ça des moulinettes à l'époque chez Galilée. Extraire les données du PIM, du DAM pour les faire rentrer dans un schéma de données propre au CMS e-commerce qui est utilisé. Et puis, comme le dit Arnaud, en fait, aujourd'hui, on évolue, on change un peu sur ces pratiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire de PrestaShop ou de Magento, hein. Au contraire, c'est des solutions qui sont toujours très, très intéressantes. Mais dans le cadre d'un e-commerce où on va mettre le paquet sur la personnalisation de l'expérience utilisateur, où on va avoir un design assez particulier qui ne rentre pas forcément dans les thèmes que peuvent proposer les plateformes CMS, dans ce cas-là, on peut aller vers un développement custom d'un front e-commerce, et c'est ce qu'on avait réalisé à l'époque, qui a tapé en direct sur les API. Donc les API, en fait, ce sont les interfaces machine-to-machine qui permettent aux logiciels de communiquer entre eux. On va créer un front e-commerce en utilisant des technologies modernes, effectivement, comme React, Gatsby, etc. et se plugger sur l'API d'un PIMcore. On va pouvoir récupérer toutes les données statiques, c'est-à-dire les informations produits, les images, les titres, les descriptions, les liens entre les différentes entités pour construire un site e-commerce sur mesure. Et là, en fait, on touche du doigt un des principaux intérêts pour moi de la mise en place, c'est que si on a un modèle de données qui est structuré et qui comprend à la fois les contenus marketing, les contenus produits et les contenus graphiques, on est capable de créer des expériences utilisateurs e-commerce absolument sur mesure. Et pour des marques qui souhaitent se différencier, des entreprises qui souhaitent apporter les meilleures expériences à leurs clients, c'est vraiment un choix qui me semble aujourd'hui hyper intéressant, moyennant le fait que ça représente souvent un investissement technologique important qui nécessite d'être accompagné interne par une équipe tech qui maîtrise ces outils-là, soit par des prestataires comme Galilée qui ont les capacités et les compétences de mener ce genre de projet. Chrétien, si tu veux intervenir. Non, je pense que tout est dit. Tout ce que je veux peut-être rajouter dans ce discours-là, c'est effectivement que PIMcore est une plateforme modulaire. Donc, vous pouvez décider d'utiliser que le PIM, que le MDM, que le DAM. Certains vont peut-être l'utiliser que pour du DAM, mais ça me paraît être un mauvais investissement. Je pense qu'il faut vraiment utiliser toutes les capacités ou plusieurs des capacités ou modules de la plateforme. Et effectivement, PIMcore, étant piloté par API, permet vraiment de se connecter à d'autant plus de logiciels, de programmes, que ce soit dans l'e-commerce avec Magento, par exemple. Et c'est aussi une des forces de la plateforme, c'est qu'elle s'intègre assez facilement ou très facilement avec d'autres logiciels. Et c'est effectivement parce qu'elle est basée sur des API, GraphQL, React, etc. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter, mais je pense que c'est déjà très complet. Mais Yann, je t'avais interpellé aussi sur justement le fait que vous ayez de plus en plus de cas comme ça, de solutions qui, démarrant sur le registre du MDM, sont in fine destinées à servir des développements sur la partie e-commerce. Et alors, on avait cité Intersport, enfin vous en avez une telle quantité. C'est assez massif chez vous. C'est ça, on a une pléthore d'exemples qui vont dans ce sens-là, donc avec des projets qui sont partis sur du PIM, du MDM, la refonte d'un catalogue print par exemple, ou vraiment des petits projets pour après intégrer quelque chose de beaucoup plus grand. Alors on parlait d'Intersport sur la location de ski par exemple, mais je peux parler aussi d'un exemple qui est la Redoute où tout le catalogue, au départ c'était vraiment la refonte du catalogue print et finalement ça a pris toute une ampleur à tel point qu'on a mis en place un site e-commerce avec la Redoute sur plusieurs langues, sur 9 langues, encore une fois avec une information absolument harmonisée ou unifiée sur un socle commun et qui est possible de rendre sur plusieurs canaux, quelle que soit la langue, quel que soit le canal aussi. Voilà. Donc, on a pas mal d'exemples. Je conseille peut-être aux participants du webinaire de consulter pimcore.com et d'aller regarder les études de cas. On a beaucoup d'études de cas sur beaucoup d'industries qui comprennent le MDM au cœur du projet ou au cœur du départ, en tout cas des projets, et qui se sont après constitués sur l'ajout de plusieurs modules PIMcore jusqu'au e-commerce. Et considérant là, ce qu'on a à l'écran, c'est-à-dire
cette logique multicanal qui est particulièrement évidemment étendue lorsqu'on va appréhender toute la sphère digitale. Et ce qu'il y a de plus en plus aussi requis, c'est de préparer de l'information à différence d'une diversité de sources digitales. Donc, on schématise avec les marketplaces, qui sont des canaux qui eux-mêmes requièrent une nature et une structure de données à chaque fois particulière. Et là aussi, ce qui fait partie des savoir-faire et des possibilités offertes par Pimcore. Alors, ce qu'on souhaitait appréhender aussi, c'était la manière d'appréhender les besoins particuliers. Donc, d'un côté, alors je vois que ça, voilà, histoire d'actualiser un peu, des considérations, dès lors qu'on va se projeter dans ce type de réflexion, de quelles sont les motivations que l'on va devoir servir dans un projet pour servir la partie vendeur. Et évidemment, on va faire le pendant sur la partie acheteur. Alors, les besoins stratégiques qu'on a identifiés évidemment à l'échelle du vendeur, c'est le fait que la mise en œuvre de la solution permette de pouvoir accroître, évidemment, c'est le b.a.-ba, les ventes, mais également trouver de nouveaux acheteurs, puisque je vais pouvoir exposer par ce biais-là mon offre, mon savoir-faire à un public toujours plus large. Dès lors qu'en plus j'ai une information, comme on l'a évoqué, qui est qualitative, donc qui va me permettre de pouvoir gagner en visibilité, c'est-à-dire que je sois de plus en plus trouver dans les recherches qui vont concerner mon domaine de compétences, et ce, en évidemment déployant de plus en plus de contenu, de sorte que ça concourt évidemment au niveau du SEO et autres à mon efficacité. Et ça, toujours quand même à appréhender avec un registre où les ressources dévolues au marketing restent quand même limitées. C'est-à-dire que on n'est plus dans le monde on va dire d'avant où il pouvait y avoir une logique un peu exponentielle dans ce domaine. Il y a quand même toujours là un caractère assez limité, d'où l'importance et l'intérêt de solutions, de logiques d'automatisation, etc. Alors côté ensuite acheteur, le propos c'est que globalement tout ça s'inscrive dans le fait de leur faire gagner du temps, dans le fait de leur simplifier la vie et leur simplifier en particulier les process métiers, notamment quand on est dans l'approche B2B, puisque dès lors que j'ai besoin de plusieurs produits, plusieurs fournisseurs, etc., chaque fois que je vais pouvoir me référer à des solutions qui vont m'apporter de ce point de vue-là et l'information et l'expérience utilisateur dont j'ai besoin d'un point de vue professionnel, ça va évidemment concourir à me simplifier la vie. Et ça, et encore une fois, la considération justement de ces différentes logiques d'expérience utilisateur qui vont permettre d'être efficace dans ces domaines, et d'autant bien servi par le fait que je vais appréhender donc une plateforme au sein de laquelle je vais centraliser ces différents registres, plutôt que, encore une fois, devoir démultiplier mes efforts, mes projets, mes moyens, mes ressources sur plusieurs environnements. Là où, ici, dès lors que je vais pouvoir considérer mes différents contributeurs de façon distincte et m'adresser à eux de façon distincte, sans faire de concessions, je vais par contre m'acheter beaucoup de simplicité dans tout ce qui va relever de globalement la solution et la complexité de la solution technique que je mets en œuvre, et ma faculté à pouvoir, de façon extrêmement réactive, Romain l'évoquait tout à l'heure, pouvoir injecter quelque chose de nouveau qui soit immédiatement à disposition, par exemple, de mes marketeurs qui enrichissent, et dans l'instant d'après, sans qu'il y ait beaucoup d'opérations à faire, à le voir disponible pour ceux qui vont la consommer, mes clients en l'occurrence. Alors, je peux me permettre juste de reformuler un truc, c'est que là, si on a des personnes qui ont un business B2B et qui ont un travail, une réflexion en cours autour de l'e-commerce, en se disant peut-être que je vais ouvrir sur le web en exposant mon catalogue et en permettant à mes clients, soit derrière un écran d'authentification, soit directement de manière complètement ouverte, à accéder à mon catalogue produit. C'est vrai que le premier chantier à mener, c'est plutôt de ça, son information de produit en mettant en place un MDM, un DAM, etc. Et ensuite de construire au-dessus une plateforme e-commerce, parce que si on fait l'inverse, on va faire le job deux fois. Ça, c'était juste une petite précision que je tenais à amener parce que je l'ai souvent vu. Et c'est vrai que ça paraît
plus logique, quand on comprend le concept du MDM, de commencer par structurer son information produit dans un outil comme Pimcore pour ensuite faire évoluer vers du e-commerce en s'appuyant là-dessus. Ouais, merci pour la précision. Alors, notre petit highlight promo de la journée concernant Pimcore, hein, on ne s'en cache pas. Et donc, qu'on l'appréhende en tant que plateforme globale, en reprenant, encore une fois, nos deux considérations, hein, l'expérience d'un côté, la gestion de la donnée de l'autre. Oui, effectivement. Donc, je vous propose de rentrer un peu dans le cœur de la plateforme et de mieux schématiser ou visualiser comment cette plateforme fonctionne. On parle vraiment d'une plateforme digitale globale et unifiée. Pourquoi ? Parce qu'elle réunit la gestion des données à partir d'un référentiel unique, comme on l'a dit, et permet de la décliner et de l'animer sur tout type de canaux, tout ça dans le but de créer une expérience utilisateur uniforme et personnalisée. Alors, on peut parler d'abord de la gestion des données ou data management, et là, il n'y a vraiment aucune limite. Donc, les composants de la plateforme peuvent regrouper, gérer et distribuer tout type et quantité de données et d'actifs numériques, mais on vous promet mais on vous permet de résoudre aussi de tels problèmes que la dispersion, la gestion de la qualité des données ou la syndication des données, ou encore d'améliorer la fiabilité, de garantir une mise sur le marché ou un time to market qui est beaucoup plus rapide et efficace. Donc ça, c'est vraiment, et c'est ce qu'on disait au départ, c'est vraiment commencer par ça, la partie data management, bien structurer ces données grâce au MDM, grâce au PIM, grâce au DAM. Sur l'autre partie, qui est la partie gestion de l'expérience, là, on va vraiment pouvoir développer et gérer des expériences digitales personnalisées. Alors, on peut diffuser du contenu sur n'importe quel canal ou terminal, des sites web, des portails, des intranets, extranets, et tout ça très personnalisé et sophistiqué. Et notre plateforme, qui est entièrement pilotée par API, gère les expériences centrées sur le client tout au long du parcours pour tous les canaux, que ce soit, on le disait un peu avant, de l'affichage numérique, des sites web, des points de vente, de l'impression ou du commerce en ligne. Donc, Pimcore est vraiment une plateforme qui centralise, qui enrichit et qui gère les données de l'entreprise tout en proposant des expériences digitales personnalisées et pertinentes à nos clients. Comment cela se décline-t-il ? Comme vous le voyez ici, on parle de plusieurs modules. Donc, la partie data management a les modules donc, qui sont de l'ordre de la donnée, donc la gestion de l'information des produits pour le PIM. Et là, on parle de tout type de produits. Je pense que sur le slide précédent, j'avais donné quelques exemples. Si on peut revenir dessus, ce serait super. Laura, merci. Donc, tout type de produits, des produits standards, des produits digitaux, configurables, des services, tout type de déclinaison. Et après, on parle effectivement donc, du référentiel central de la donnée, ou MDM pour Master Data Management. Et là, on peut vraiment centraliser, maintenir et enrichir tout type de données, pas que des données produits, mais aussi des données fournisseurs, fabricants, usines, magasins, type de classification, tout ça pour avoir une information intégrale, pour une diffusion intégrale aussi, ou à 360 degrés, et avoir une information vraiment fiable sur tous les canaux. S'ajoute à cela donc le DAM, qui est donc la gestion des données graphiques, où là vous pouvez vraiment gérer, encore une fois, centraliser, partager, transformer vos actifs numériques. Et on parle vraiment de tout type de médias, comme le disait Arnaud un peu en avant. On parle de vidéos, on parle d'images, de rendu 3D, de tout type de documents, que ce soit des Word, Excel, PDF, tout ce que vous voulez, c'est possible. Pimcore prend en charge à peu près un peu plus de 220 types de fichiers ou de 220 types de dossiers sur la plateforme. Et finalement, pour terminer sur la partie data management, on a le CDP qui est vraiment donc le pendant de la gestion produit pour les utilisateurs et les clients, en anglais Customer Data Platform, et qui permet de garder un œil sur les activités de vos clients, de gérer, de centraliser, de classer toutes les données de profil, les contacts, quel que soit le contexte, que ce soit dans le B2B ou le B2C. Sur la partie expérience, maintenant, on a ce qu'on appelle, nous, le DXP pour Digital Experience Platform. En fait, c'est vraiment le module de déclinaison omnicanal de l'expérience utilisateur. Vous pouvez diffuser votre contenu sur tous les canaux et faire profiter vos clients d'expériences digitales personnalisées. Et les possibilités sont assez vastes, puisqu'elles incluent le CMS, des sites vitrines, des portails, la fonction HTML to PDF, la distribution omnicanal, bien plus. Et enfin, sur la partie expérience, on revient sur le e-commerce avec tout type de déclinaison sur des sites marchands ou vers du commerce headless. Donc, Pimcore vous permet d'avoir une vue unique et fiable de tout type de données et d'informations, que ce soit des données produits, des données graphiques, des données référentielles centrales, afin d'éliminer les silos de données, d'optimiser l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, d'améliorer l'expérience client
et de minimiser les coûts de distribution, pardon, les coûts d'infrastructure IT. Et effectivement, sur la distribution, qui est le dernier pendant de la plateforme, est intégrée à la plateforme la distribution des données via API vers des sites web, vers des intranets et beaucoup plus, vers tout type de canaux de distribution intégrés, et dans notre version entreprise, vers des portails entièrement configurables et personnalisables, et aussi vers plus de 2500 marketplaces. On pense à Amazon, mais il y en a tant d'autres aussi. Tout cela sont disponibles dans la version entreprise. Oui, excellent. Deux petites précisions. La première, quand on parle de CDP, que les choses soient claires, il n'est pas question ici de CRM, il est question de l'information client pour celle dont on va avoir besoin, par exemple, dans la pratique e-commerce, mais ce n'est pas le CRM, c'est bien l'information décrivant ses clients. Exactement. Ouais. Donc voilà, juste un petit précision. Ouais, juste pour vraiment, ouais, pour terminer la parenthèse sur le CDP, effectivement, c'est aussi un outil très, très, très performant, puisque c'est aussi, encore une fois, on a une information à 360 degrés sur nos clients, et on n'est pas vraiment dans du CRM où on fait de la prospection, etc. C'est juste la gestion, en plus de cela, c'est aussi la gestion des données de profil, des données des utilisateurs, les préférences, voilà. Donc on a un éventail de possibilités qui est très étendu là-dessus aussi. Voilà. Alors, l'exemple du jour que j'évoquais tout à l'heure et que je voulais aborder pour illustrer là tout ce qu'on se dit, c'est celui donc d'une plateforme qui s'appelle Artisan Market, qui est un projet que l'on mène pour une organisation qui est située en Irlande et dont le propos est de concevoir à destination du public ce que vous allez voir à l'écran. Voilà, alors la petite vidéo introductive que je trouvais par ailleurs très sympa, pour présenter donc le contexte de Kerryfood. Alors, pourquoi je disais que j'adorais ce projet? Parce que c'est un projet qui relève en fait d'une population d'agriculteurs et de producteurs locaux dans le sud de l'Irlande, dans le Kerry, qui avaient travailler à mutualiser leur organisation, conscient du fait que, en tant qu'artisans locaux, en tant qu'agriculteurs, s'ils voulaient pouvoir voir leur capacité de commercialiser leurs produits s'étendre, il fallait qu'ils se groupent, il fallait qu'ils mutualisent leur démarche. Alors, ils ont commencé par le faire en mutualisant des infrastructures pour regrouper à un endroit donné toute leur production pour qu'elle soit plus facilement accessible par leurs clients éventuels. Et puis, ils ont été en continuant à professionnaliser et à opérer la transformation digitale de leurs pratiques, à créer donc la plateforme Artisan Market, qui est celle dont on va parler, et avec la logique suivante, en tant qu'artisans locaux, si on veut pouvoir vendre en particulier dans une région très touristique aux hôtels, restaurants, bars, etc., il faut qu'on puisse leur permettre de savoir qu'on en existe, de connaître nos produits, et de pouvoir commander ces produits en ayant, pour le coup, une expérience utilisateur en tant que professionnel de la restauration qui souhaite pouvoir disposer de ces produits qui soit cohérente pour eux. Donc, par exemple, si je commande chez 3 agriculteurs différents, j'aimerais bien avoir une seule commande, n'avoir qu'un flux de facturation, avoir une seule livraison. Et donc, si à l'échelle des agriculteurs ou artisans locaux, je veux pouvoir m'inscrire dans cette démarche, il faut que je puisse mettre en ligne les produits que je souhaite commercialiser, rentrer en contact avec les hôtels-restaurants qui pourraient les commander, leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir, évidemment, on est dans le domaine de la food, être dans la ligne des considérations légales et autres. Et à partir de là, être en situation, tout agriculteur ou tout artisan local que je suis, de pouvoir
disposer et bénéficier d'une plateforme de ce type-là pour vendre des produits. Et alors donc, c'est ce qui a été mis en œuvre dans cette logique, avec donc, je l'évoquais, donc un entrepôt de stockage au sein duquel donc ils peuvent venir centraliser leurs produits, la marketplace qui permet de les présenter donc aux hôtels-restaurants de la région, et ensuite l'organisation de la distribution, de la livraison des produits vers donc l'hôtellerie, la restauration sur place. Et ça, avec cette logique d'avoir donc à destination des vendeurs qui sont donc, je le répète, des petits. Je pense qu'Arnaud n'est plus en ligne. Ouais. Il va revenir. Voilà. Ça y est. Te revoilà, Arnaud. Te revoilà, ouais. Alors, c'est le petit crash habituel. On a toujours notre petit crash qui intervient. Donc, ce que je disais, pour pas trop perdre de temps, c'est à l'image de tout ce qu'on évoque depuis ce matin, dans le cadre de Kerryfood, il a fallu d'un côté concevoir une interface, enfin, une expérience utilisateur à destination des vendeurs, qui encore une fois sont des agriculteurs, des artisans locaux, donc tout sauf des marketeurs qui savent ce qu'est la gestion de l'information produit, ce qu'est l'information au service de l'e-commerce et ou ce qu'est la génération de contenu visuel pour mettre en valeur des produits. Donc, leur servir une expérience qui leur permette pour autant de pouvoir faire tout ça. Et derrière, une expérience à destination des acheteurs qui, eux, sont donc typiquement des hôtels, restaurants et maintenant également de la grande distribution qui, par ce biais-là, va pouvoir accéder à cette offre. Alors, comment ça se matérialise? Eh bien, le socle de la solution, c'est bien sûr Pimcore, sur la base duquel donc, on a conçu cette présentation des catalogues produits des différents artisans qui leur permet de pouvoir donc présenter leurs produits pour qu'ils soient à destination donc, des acheteurs le mieux, évidemment, mis en valeur et représenté que possible. Alors, de ce point de vue-là, ça relève du fait d'avoir conçu une application qui, concrètement, soit celle qui va permettre à chacun de ces artisans locaux de pouvoir concevoir son catalogue produit. Et ça, en leur servant finalement un portail de marque, le brand portal, le concept du brand portal, qui, première chose, va m'apporter donc tout le bénéfice de la logique du PIM. Et donc là, je vais créer un nouveau produit et toute la création du produit va être totalement assistée par justement un processus logique qui va me permettre à moi, néophyte, de ne rien omettre dans tout ce qu'il faut que je renseigne comme information, parce que là, encore une fois, on est dans le domaine de la food. Ce type d'approche, évidemment, est totalement transposable à tout type d'activité. Et vous voyez comment on peut concevoir sur cette faculté de création d'interface utilisateur très métier, très simplifiée et en même temps complète. Vous voyez par exemple ici tout ce qui va concerner les spécifications, les allergènes, les informations nutritives qui sont obligatoires dès lors qu'on est dans cette typologie de produit. Et ça, rendu accessible y compris à des populations techniquement non éduquées, parce que tout est une suite logique, une terminologie qui parle à tout le monde, et pour autant qui va présenter donc les différentes fonctionnalités qu'on a évoquées, toute l'information produit, ici la partie média, ce qui me permet d'arriver à une présentation de ce que je souhaite rendre accessible à l'acheteur, totalement prêt à l'emploi. Et donc l'acheteur, alors que ça... Je pense que je vais prendre un peu d'avance si je ne prends pas garde, ça y est, c'est bon, hop. Donc, deuxième composante avec l'acheteur qui, lui, lorsqu'il va être autorisé par le vendeur à consulter son offre, va pouvoir, de la même manière, disposer d'une interface très complète, très épurée et très simple d'emploi, mais lui permettant
de pouvoir, de la même manière, opérer son acte d'achat en même temps que, comme il est quelque part un revendeur de ce produit, puisque en tant qu'hôtel, si je vends par exemple les magnifiques tartes de Bellary, je vais peut-être souhaiter aussi pouvoir, devoir afficher un certain nombre d'informations dans mon hôtel-restaurant, mais aussi pouvoir vouloir disposer d'une affiche que je vais mettre pour préciser que chez moi, la pâtisserie, elle vient de tel endroit, de tel producteur, etc. Et là aussi que, puisqu'on a toute l'information qui a été centralisée pour définir mon produit, le présenter, etc., je peux utiliser cette information ici pour vendre mon produit, mais également pour le promouvoir et de fait opérer la somme de ce qui, dans ce registre entre vendeurs, producteurs et acheteurs, eux-mêmes vendeurs à leurs clients finaux, vont pouvoir trouver comme plateforme d'échange de produits, d'informations, etc. Et donc, là aussi, fait très intéressant, c'est qu'on est dans un process e-commerce très particulier, très B2B, avec des considérations de marketplace, puisque j'ai plusieurs types de vendeurs différents qui agrègent leur offre ici. Et donc, on peut, comme vous le voyez, scénariser tout le processus de vente qu'il y a entre ces vendeurs et ces acheteurs et toutes les particularités, parce que je vends des produits au kilo, avec des quantités minimum, avec tout un process qui va amener de la commande à la livraison, à la facturation, etc. Et à offrir à chacun les tableaux de bord dont il a besoin pour savoir où en sont ses commandes, où en sont ses livraisons, quelle quantité sont commandés, quels statuts sont assignés à ces différentes commandes, et également de pouvoir partager, offrir l'accès à l'information qui est par exemple la facture, qui est les fiches produits, les informations produits, etc. Et ce qui permet un des états actuels du projet qui est là aussi vachement intéressant, et qui n'était pas nécessairement présenté au début, c'est que la plateforme s'adresse aux hôtels, restaurants, tout au secteur du tourisme dans la région. Mais la grande distribution aujourd'hui s'y intéresse parce qu'elle-même souhaite pouvoir commercialiser ses produits et trouve ici, par exemple, le fait de pouvoir avoir toute l'information de produits structurée pour des artisans locaux, ce qui pour eux est déterminant pour pouvoir vendre, puisque dans la distribution, si je n'ai pas une information complète et structurée, je ne peux pas vendre. Et donc là, ça permet de créer un nouveau débouché avec la grande distribution, en plus des artisans locaux. Et ça a tellement, de ce point de vue-là, fait son effet que ça s'est maintenant étendu. Ça s'est maintenant étendu de manière générale en Irlande. Et donc, je conclue cet exemple-là avec cette petite vidéo où la personne que vous voyez à l'écran, là, qui est Tony McCarthy, qui est un de nos partenaires et consultants et à l'origine, entre autres, de ce projet, le présente, puisqu'il va, comme vous le voyez, vous allez le voir en suivant, être relayé par le gouvernement irlandais pour être étendu à toute l'Irlande. It's smaller quantities, and what we have in the room here today are our local premium producers. Show you today, Silicon Valley would be proud of. It is wonderful to be here for this ambitious project, and it's a project that will act not just as a hub, but as a centre of excellence and innovation for the host of artisan food producers, hospitality providers, and budding gastro-engineers that will make their home here. Our initial goal was to build a commercial pipeline between an artisan food producer and the market, because they're not just a food producer, they're a business architect. They have to do compliance, they have to do marketing, they have to do sales, they have to do all of these things. But they really just want to make good food. How can we make this simple? Our job was to build a technology platform. We haven't just built one application. We've built a master data management platform that has the scale to have the national impact. The opportunity that will mold their brand. The whole idea with this platform is to make it easy to be discovered. So our platform is called the Artisan Market. It's for local premium producers to put their best visuals forward so that buyers in either retail or within the hospitality industry have a place to go and navigate and discover.
we buy with our eyes. The visual value of good food photography and social media content provides serious added value. Today we are joined by chefs from some of the top hotels in the county, and I'm told they're on the lookout for new and exciting artisan food to serve up to their international clientele. It is with pride that I open this extension and this innovation here today and congratulate you all. To conclude, it is a sales tool, it's a discovery tool, it's an information management tool, it's a food safety compliance management tool, and ultimately product information to give back to the artisans what they need. Time. Et je me permets de juste faire quelque chose là-dessus, c'est vraiment ça. Le temps pour la mise sur le marché. C'est ça qui permet, et je pense que votre projet ici, il est super parce qu'il permet vraiment à tous ces artisans de simplifier leurs tâches pour obtenir de nouveaux marchés ou de se positionner sur vers de nouveaux acheteurs. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que dit Tony. Alors, c'est assez emblématique quand, dans une présentation de ce type, ils précisent que ce qu'ils ont construit, c'est bien un master data. Effectivement. C'est-à-dire qui permettent à toute cette population de pouvoir disposer de l'expérience utilisateur dont ils ont besoin pour accéder à ce potentiel de marché. Et c'est ce en quoi cet exemple est excellent. Alors, pour conclure, parce que l'heure tourne évidemment, je voulais justement, Romain, te ressolliciter un petit peu là dans le registre Acceptio, dans ce type de domaine. Voilà, je mets en œuvre une démarche e-commerce. Qu'est-ce que je dois avoir en tête concernant évidemment tout ce qui a trait à la RGPD et au recueil du consentement. Ouais. Bah écoute, merci pour ce plug parce que je me suis greffé au webinaire un peu de manière ravi de t'avoir. Mais si vous engagez une démarche e-commerce, que vous décidez de vous ouvrir à la mise à disposition de votre catalogue produit sur un site internet, vous avez des obligations à respecter en matière de respect des données à caractère personnel. Ça passe par se conformer au règlement général pour la protection des données qui a nécessité que vous mettiez à jour votre registre de traitement pour tous les traitements que vous allez faire via ce site, que ce soit la prise de commande, le traitement des utilisateurs, etc. Ça doit être mentionné dans votre registre de traitement. Évidemment, vous allez probablement utiliser des solutions de mesure d'audience, voire même des outils de retargeting pour aller pousser de la publicité sur les réseaux sociaux et mesurer l'impact de vos publicités en fonction des gens qui atterrissent sur votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle du tracking. Ce tracking, il est réalisé par l'adjonction de ce se charger dans votre site internet. Là-dessus, il vous faut un outil de recueil de consentement. Pour ça, Acceptio, c'est une solution qui respecte l'expérience utilisateur et l'intérêt de vos utilisateurs finaux, qui va aussi s'adapter au design de votre plateforme. Si vous investissez des dizaines de milliers d'euros dans une charte graphique, c'est pas pour la détruire avec un bandeau cookie dégueulasse qui vient buter 30% de vos utilisateurs et les faire quitter le site dès qu'ils arrivent. Donc là-dessus, nous, on peut vous aider. On a mis en point des widgets de recueil de consentement pour les cookies, mais aussi pour tout ce qui est CGU, CGV, inscription newsletter, et évidemment avec des API qui communiquent. C'est-à-dire que si vous choisissez Pimcore pour stocker des informations produits, vous pouvez synchroniser les preuves de consentement pour être certain que les utilisateurs que vous allez cibler, vous avez l'autorisation de le faire. Et j'en profite pour rappeler que intégrer la logique de données personnelles comme type de champ, c'est-à-dire que quand vous allez construire votre modèle de données Pimcore, vous avez la capacité d'identifier en disant ça c'est une donnée à caractère personnel, et vous pourrez ainsi répondre aux demandes d'effacement si jamais vous en recevez. Donc voilà pour Acceptio. N'hésitez pas à aller sur notre site acceptio.eu pour découvrir l'étendue de notre gamme. Oui, tu as entendu que Romain, quand même, petite précision, développement très important d'Acceptio, là, c'est sur ces 2 dernières années. Tu me disais récemment là que en termes de nouvelles installations, c'était assez exponentiel. Aujourd'hui, en fait, on est installé sur plus de 42 000 sites internet.
On est en croissance effectivement soutenue depuis plusieurs années maintenant, depuis 3 ans. Et c'est vrai que l'acceptation se développe à l'international. On a des annonces qui vont être importantes sur l'année 2023 avec des nouveaux services. J'en dis pas beaucoup plus, mais néanmoins, si vous voulez vous intéresser à la question des recueils de consentement contractuel pour tout ce qui est CGU, CGV, et si comme nous, de mettre un terme à l'hypocrisie des cases à cocher qu'on coche sans jamais lire ce qu'il y a derrière. N'hésitez pas à nous suivre pour voir ce qu'on propose. Excellent, merci. Alors, pour conclure, voilà, bien sûr, cette vision sur l'importance de l'unification des données à vocation de leur utilisation, comme on l'a largement évoqué toute la matinée. Alors, on consacre évidemment traditionnellement toujours un moment aux questions-réponses. L'heure ayant tourné, on a largement mordu le trait, mais enfin, c'est pas comme si ça présentait une très grande importance. Donc, pour ceux qui sont encore parmi nous, Laura, si on a des questions, on est preneur. On en a une. Quand on a une plateforme comme celle-ci, est-ce que c'est facile de faire des modifications sur son e-commerce, comme changer une image ou homepage ou ajouter une bannière, par exemple? Alors, est-il facile de mettre à jour son site dès lors qu'on est sur un environnement ou une solution comme celle qu'on évoque avec Pimcore? Et oui, évidemment, d'autant plus simple que le référentiel de données depuis lequel cette image va être rendue accessible sur votre site est le même que celui qui m'autorise votre site e-commerce. Encore une fois, c'est tellement le fait d'avoir centralisé la donnée en un même endroit et de la servir selon ses différentes expériences utilisateurs pour l'e-commerce en est une, et bien évidemment va simplifier considérablement le fait que, par exemple, vous n'avez pas à gérer le transfert de cette image de votre DAM dans votre solution e-commerce. C'est une bonne chose de bien rappeler ça, je pense. Effectivement, si vous êtes dans le DAM de Pimcore, vous n'avez qu'une image, enfin, vous avez plusieurs images, vous avez tout un stock d'images, mais cette image, vous allez la réutiliser pour des supports spécifiques de manière différente, avec des angles différents, etc., ou des concentrations différentes. Mais c'est toujours la même image, et c'est ça vraiment le point central de tout PIM, mais tout DAM, bien entendu, c'est d'avoir un référentiel unique et inclus sur le DAM, donc sur les fichiers numériques, que ce soit des images ou vidéos ou autre chose. Et j'ajoute un technique pour ceux qui seraient les plus techniques dans l'assistance. En fait, il faut bien comprendre que PIM est extensible. Donc, ça veut dire que vous pouvez y rajouter votre propre code. Alors, c'est du PHP et du JavaScript. Vous pouvez rajouter votre propre code et écouter les événements qui se produisent dans votre PIM. Ça veut dire quoi, les événements? Ça veut dire que si vous avez un administrateur qui modifie une fiche produit, le Pimcore va émettre un espèce d'événement. Il va lever un petit drapeau pour que vous puissiez exécuter n'importe quel traitement en fonction de ça. Donc concrètement, si vous avez un e-commerce, typiquement un PrestaShop ou autre, vous allez dire j'ai une modification sur une fiche produit, je veux que tu envoies cette information dans mon e-commerce pour refléter le changement. Donc tout l'enjeu de cette installation, c'est d'automatiser au maximum les processus pour qu'il n'y ait aucune intervention humaine de synchronisation entre différents outils. C'est ça. Exactement. Il y a quelqu'un qui demande, je suis déjà équipé d'un site e-commerce, est-ce que je peux brancher un MDM Pimcore à mon site actuel? Bien ça, sûr. Yann Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, l'interconnectivité ou l'intercompatibilité de Pimcore, il n'y a pas de limite non plus. Voilà. Après, c'est par API, effectivement. Donc, il faut modéliser un peu les données derrière, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Alors, c'est même un usage très courant. Oui, effectivement. On a, nous, beaucoup de solutions qui résultent de l'intégration du référentiel de données qui est Pimcore, par exemple, avec, comme on l'a évoqué tout à l'heure, soit Magento en tant que CMS e-commerce, soit, par exemple, PrestaShop. Mais le fait étant, comme on l'a vu dans l'exemple Artisan Market, que, en particulier dans le B2B, je n'ai pas nécessairement besoin de tout ce que me propose un Magento ou un PrestaShop par rapport à l'usage que moi je poursuis. Et je vais de fait avoir une faculté de pouvoir concevoir
l'expérience dont j'ai besoin de façon assez adaptée et précise en procédant comme on l'évoque avec ce stack-là, plutôt que d'avoir recours à un CMS dédié. Pour autant, dès lors que j'ai un CMS dédié, c'est un canal comme un autre, et donc tout à fait intégrable et adressable depuis son MDM. Laura, d'autres questions? Dernière question de David. D'après votre retour d'expérience, le point d'entrée des données produits, c'est sur le PIM ou sur le ERP, pardon, lors de la création? Alors, la question porte sur l'origine de la donnée entre le PIM et le RP. Alors, on ne peut pas répondre de façon une et unique. On connaît un peu les différentes situations où, alors, en général, pour qu'un produit existe dans une entreprise, il doit quand même être créé dans son ERP, puisque c'est l'ERP qui va facturer ce produit in fine. Donc, le fait que l'existence, le début de l'existence d'un produit dans une entreprise soit dans l'ERP paraît cohérent. Et à partir de là, c'est une partie des informations concernant ce produit décrit dans l'ERP qui a vocation à être réexploitée dans le PIM, parce que typiquement, on va se contenter du nom du produit, de la référence, par exemple de son prix, mais l'ERP ne va pas contenir grand-chose d'autre type d'informations pour celles dont on a besoin, pour tout ce qui va permettre derrière de promouvoir ce produit, voire de le vendre. C'est vraiment ça, comment dire, la différence. Si on peut en émettre une, je sais que c'est très difficile dans certains cas, mais effectivement, le RP va vous permet d'avoir toutes données sur l'entreprise incluses sur les produits, mais beaucoup plus que les données de produits qui vous permettent de le vendre. Et le PIM, lui, se focalise juste sur ça, en fait, sur vraiment comment mettre en avant ces produits-là, comment mieux les décrire, comment les enrichir de la meilleure manière qui soit pour pouvoir après utiliser ces informations dans le but de vendre ou sur un canal de vente ou tout autre canal. Alors, donc, moi, je remets ma casquette. Excuse-moi, Romain, juste pour dire qu'on a aussi connu des situations où, comme les ERP étaient un peu compliqués, en fait, ce que le client nous avait demandé, c'était de pouvoir créer le produit dans Pimcore et que c'est Pimcore qui ensuite envoie ce qu'il avait besoin d'envoyer à l'ERP pour créer le produit. Donc voilà, on a connu les différentes situations. Et ça nécessite que l'ERP ce genre de choses, parce que parfois les ERP sont des logiciels un peu datés qui ne proposent pas des API, c'est via des EDI ou autres FTP dégueulasses. Et en réalité, moi, mon conseil et mon retour d'expérience pour David, c'est plutôt laisser à l'ERP la responsabilité de gérer le SKU, le Stock Keeping Unit, qui est la référence produit, et ensuite de synchroniser tous les SKU dans le PIM pour venir les enrichir. Ça paraîtrait quand même la logique, tout à fait. Ok, écoutez, on arrive au terme de notre webinaire du jour. Deux petits rappels pour se quitter. Tout ce que vous pouvez trouver sur le site de Galilée en termes de documents et en particulier de documents premium sur le sujet, des cas clients, etc. Je vous renvoie également sur le site de Pimcore et en particulier, ils ont adressez-vous à nos équipes aussi pour le sujet, mais ils ont, outre les informations, les cas clients et la documentation dont parlait Yann tout à l'heure, il y a aussi un excellent site de démo sur la plateforme Pimcore. On a un plaisir de vous l'expliciter plus avant, mais sachez-le. Et puis, Romain l'évoquait tout à l'heure, toutes les informations concernant la RGPD et Acceptio sur leur site. Messieurs, il me reste à vous remercier chaudement pour votre participation. Merci Yann et merci Romain. Merci Arnaud, beaucoup. Merci Romain. Merci à vous pour nous avoir suivis. Bon appétit, bonne fête, puisque notre prochain webinaire sera de toute manière après les fêtes. Et bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir et merci. Merci.